Le compoit de Méjeanne-le-Clap. L'une des principales richesses du patrimoine de Méjeanne-le-Clap, dans le Gard, est son compoit de 1645. Conservé en mairie après restauration, ce document de 265 pages a fait l'objet d'une exposition permanente et d'un livret. Un compoit est tout d'abord un instrument fiscal destiné à établir l'état des biens fonciers de chaque propriétaire d'un village et l'impôt qui en découle. Son premier objectif est de recenser les parcelles en les situant par rapport à leurs voisines et par rapport à la nature des cultures, des utilisations diverses ou des bâtis. Le mot compoit est un terme de coutume utilisé dans certaines provinces du midi de la France. Tout d'abord, comment ce compoit est-il organisé? La première page du compoit est la plus importante. C'est la page de commandement. Elle définit qui a commandé ce travail de recensement et de mesure. Claude Guittard, Claude Poussin du Clap et Simon Rieux de Taron. Elle précise également à qui ce travail est confié. Pierre Mirabeau, arpenteur à Aigues-Vives, et à son fils François qui va l'écrire. C'est un enlumineur qui, ensuite, décorera le compoit après son écriture intégrale. Puis viennent les pages de table des matières précisant à quel folio les terres et possessions des personnes nommées se trouvent décrites et valorisées en termes d'impôts fonciers. Puis défilent toutes les propriétés du territoire. Tout d'abord, les maisons et bâtis avec le nom du propriétaire, souvent un noble de par son métier de verrier. Ce sont pour la plupart des mâts verriers entourés de tout ce qu'il faut pour la vie au quotidien. Puis, une à une, toutes les parcelles de terre, un item, c'est-à-dire chapitre pour chacun, de la plus proche à la plus éloignée. Chaque terre et maison ou bois est mesurée avec les mesures étalonnées comme précisé dans la lettre de commandement par l'emporteur. Destre, environ 3 mètres, salmé, contenu en céréales du bas d'un mulet. Éminé, boisselé. Chaque parcelle est située par rapport au propriétaire de la parcelle voisine, mitoyenneté ou confront, selon les points cardinaux, levant pour l'est, couchant pour l'ouest, daoré ou daoro pour le nord et marin pour le sud. Puis, chaque terre est qualifiée bon, moyen ou faible en fonction de la nature du sol et de son rendement, mais aussi en fonction de l'éloignement de la terre par rapport aux masses principales. C'est donc la surface et la qualification de la terre qui va donner son présage ou alivrement, c'est-à-dire son imposition foncière versée en monnaie locale, pit, obol, denier. Les notes dans la marge de gauche ou les ratures directement sur les lignes font mention des cessions successives des terres, ceci afin de ne pas avoir à rédiger un nouveau compoit. C'est un enlumineur qui faisait le travail de dessin et de mise en couleur. Ce compoit est en très bon état. L'encre au tannoganate de fer utilisée pour le rédiger fonce en vieillissant. François Mirabeau a choisi un papier verger chiffon qui a très bien résisté au temps, mais, par endroits, les traits plus épais ont troué le papier. La richesse du compoit de Méjeanne-le-Clap réside dans ses blasons aux couleurs vives. Beaucoup d'armoiries sont surmontées d'un heaume, car leurs propriétaires sont nobles de par leur métier de maître verrier. Le blason de Messire Jacques de Banne, baron d'Avejan, se décrit ainsi. Partie de gueule et d'azur au château. Sommet de 3 tours d'or et à demi ramé de cerf. Messire Alexandre de Broglie, sieur de Gatti-Gattaro, devait être baron ou vicomte au vu du nombre de barres de la visière de son heaume et de sa position à moitié de profil. Ses armoiries avec heaume sont d'or aux lions langués et griffés de gueule barrés d'azur. D'autres blasons ont l'écusson vide à l'intérieur. Seules quelques décorations végétales et le heaume sont colorés. Les vides sont dus soit à un manque d'argent, soit à un désintérêt après la finition du compoit et l'alivrement connu. C'est le cas de l'armoirie du noble d'Anis du Clap et de celle du sieur Jean Chapelier, viguier de Luçon.
Certains propriétaires roturiers ont d'eux-mêmes demandé à l'enlumineur d'avoir aussi un blason, non plus en écu mais en médaillon, comme ici avec celui de Pierre Broche. Ce compoit est remarquable par ses enluminures de majuscules, ses dessins clins d'œil parfois humoristiques, tels le petit diable, la tête moustachue, le faune langu, le masque à la bosse. D'autres propriétaires, sans armoirie, ont voulu se mettre en valeur avec une belle décoration végétale. Les nombres sont écrits en chiffres romains avec des lettres latines. 10 s'écrit petit x. Les unités ont un point au-dessus. La dernière unité a toujours une jambe. Ainsi peut-on aisément lire les numéros de page, les surfaces, les longueurs ou encore l'alivrement. L'écriture utilisée a les caractéristiques de deux écritures en usage au XVIIe siècle, la ronde financière et la coulée. Toutes deux viennent de la bâtarde italienne et de la chancelière de la Renaissance. Elles conservent quelques particularités de la cursive gothique, dont les superbes majuscules à arabesque propres aux grands maîtres calligraphes néerlandais. La dernière page a servi à prendre des notes. On y trouve les comptes consulaires, les prêts d'argent octroyés par la commune à certaines personnes. Le compoit de Méjeanne de 1645, relevé précadastral et fiscal, magnifiquement illustré, nous relie par-delà les siècles à cette terre, à ses racines, à notre territoire. Il a été traduit, analysé, remis en état il y a une dizaine d'années, au moment même où la réflexion concernant le plan local d'urbanisme sur le territoire de Méjeanne débutait.